Bonjour à tous, très content de vous revoir. Aujourd'hui, on va parler de paris criminels, donc ça sera la première d'une série de plusieurs vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de la cour du miracle. On commence toujours avec ça. Il faut savoir que la cour du miracle a commencé, on croit que la plus ancienne cour du miracle se trouve à côté du temple qui se trouve au Marais. Alors, le début est très simple, c'était une petite auberge créée par Jean Roussel et Alix. Ils l'ont créé pour les gens qui mendiaient, c'était un petit logement de 24 lits. Et ce qui s'est passé après 50 ans, ça a dégradé parce qu'on est rentré dans la guerre des 100 ans. Et donc du coup, c'est devenu un lieu où il y a de la prostitution, où il y avait des gens qui faisaient un peu n'importe quoi, etc. On dit que la plus vieille cour de miracle serait juste celle à côté du temple. Si vous ne savez pas c'est quoi le temple se trouve dans le Marais. Le temple faisait partie des Templiers que vous connaissez, hein, qui ont été persécutés par Philippe le Bel. Et par après, le temple est devenu une prison très importante. Qui a été dans cette prison? La reine et le roi. Marie-Antoinette et Louis XVI y sont trouvés. Marie-Antoinette a été déportée par après quand Louis XVI a été guillotiné à la conciergerie, et par après de la conciergerie, Marie-Antoinette a aussi été guillotinée. Donc le temple, sous la Révolution française, était une prison. On dit même que Louis XVII, le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, est décédé là dans ses excréments. Alors, continuons un tout petit peu. Donc, il faut savoir que vers 1400, Paris va très mal. Tout simplement, on rentre dans la guerre des 100 ans. Donc du coup, la guerre des 100 ans, c'est pas le moment le plus glorieux de la France. Et la deuxième chose, c'est pas que la guerre des 100 ans, c'est aussi l'avènement de la peste noire. Je donne une petite citation que j'ai trouvée du journal de cette époque-là. Alors, c'était pitié de circuler dans Paris, où l'on voyait dans les rues plus de gens demander l'aumône que des autres. Des gens qui, à bout de souffrance, maudissaient leur vie 100 000 fois par jour. Et en plus que ça grandissait et ça grandissait. Donc il y avait de plus en plus des mendiants. Et il y a aussi une explication pour cela. Malheureusement, le roi n'a plus de fonds dans sa trésorerie. Donc ce qui se passe, c'est que certains soldats vont se licencier, ils vont être abandonnés. Certains soldats aussi qui ont perdu un membre ou quoi que ce soit se trouvent dans la rue. Donc ne trouvent rien d'autre à faire que des pratiques malfaisantes. Alors, maintenant, on peut se poser la question, où vivaient des gueux? Donc, où vivaient tous ces gens qui étaient un peu bizarres, etc. Déjà, les impasses. C'est les impasses, vous ne pouvez pas aller plus loin, donc c'était un lieu très bien pour les gueux. Deuxième chose, les rues très étroites, où il n'y avait pas de lumière qui rentrait. Vous savez, il y en a une à l'île de la Cité qui s'appelle la rue de Chat qui prêche. Ça, c'était une rue idéale pour les gueux. Autre lieu très important, et là c'est très remarquable, c'est par exemple le grand boulevard que vous connaissez tous avec le musée de cire. Oui, ce lieu-là était un lieu très très dangereux à l'époque. On parle bien sûr, comme je vous ai dit, 15e siècle, où il n'y a pas du tout de grand boulevard. Il y a encore même un vestige qui existe, tout ce qui y était, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est le vestige de Jean sans peur. Un des seuls vestiges du Moyen-Âge qui est resté à Paris. Et là, sous François le Premier, il l'a abandonné. Donc, du coup, les gueux se sont y installés. Il y a des autres lieux, comme par exemple, peut-être que vous connaissez le palais du Tourelle, qui a été démoli par Catherine de Médicis au moment que c'est devenu une ruine. C'est à ce moment-là que les gueux se sont y installés. Et donc, du coup, Henri IV, quand il a urbanisé toute la ville, a retiré tous les gueux, et aujourd'hui, ce lieu-là est la place des Vosges. Vous savez très bien qu'en plein milieu de place des Vosges, petite anecdote entre parenthèses, vous avez une statue équestre avec Louis XIII. Et si vous regardez en dessous de cette statue, vous allez voir un pilier. Pourquoi un pilier? Il faut savoir que Henri IV était un petit bonhomme, et au moment que Louis XIII va reprendre le pouvoir, ils vont vouloir changer la statue. Mais la statue de Louis XIII était trop grande, donc il fallait que la statue ne tombait pas. Donc on a mis un pilier en plein milieu de cette statue. Donc si vous êtes au Place Vosges, regardez, vous allez avoir une statue avec un pilier en plein milieu de la statue, que le cheval n'était pas en déséquilibre. Ouais, petite parenthèse
anecdotique. Alors, où y avait-il aussi, encore Châtel-et-Léal, hein, ben, vous trouvez encore des rues comme la Grande Truanderie, la Petite Truanderie, et une rue qui m'a étonné, c'est la rue Saint-Honoré, la rue où ce que vous avez les Élysées, le palais des Élysées était une rue de, voilà, des gueux. Donc une rue qui n'était pas mieux de pas y aller, quoi. Alors, si vous connaissez bien Paris, certains d'entre vous, je sais, connaissent très bien Paris, vous remarquez directement quelque chose. Tous les lieux se trouvent à la rive droite et pas la rive gauche. Et bien sûr, il y a une explication pour cela. La rive gauche, elle monte, c'est les quartiers latins. La rive droite, c'est plutôt le Marais. Alors quand il y avait des inondations du fleuve de la Seine, ce qui se passait, l'eau rentrait dans ce côté-là et n'allait pas de l'autre côté. Et c'est pour cette raison-là que les miséreux, on va dire, vivaient plutôt rive droite que rive gauche. En plus que ça, symboliquement, vous savez que le gauche, il y a toujours l'ange qui s'y trouve et la droite, il y a toujours le diable. Alors, dans une autre symbolique, tout simplement, la gauche est la représentation du sud et la droite est la représentation du nord quand vous orientez une église vers l'est. Bon, ça c'est un tout petit peu beaucoup plus symbolique. Alors, comment connaît-on, comment on a connu toute cette histoire du 15e et comme 15e siècle des Misérables et tous ces gens-là? Bah, tout simplement, c'est grâce à Victor Hugo, hein, c'est avec l'histoire de Notre-Dame où ce que vous avez Gringoire qui va suivre Esmeralda dans un lieu un tout petit peu obscur, un tout petit peu dangereux. Et donc, c'est dans ce lieu-là où il allait presque se faire tuer qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu un peu l'histoire romanesque de cette époque-là. Mais je crois qu'à cette époque-là, c'était pas du tout aussi rigolo. On n'a pas l'impression que c'était vraiment le lieu où ce qu'il fallait y être. Hein. C'était pas vraiment le lieu de fête. Et alors, le lieu vraiment du roman de Victor Hugo, c'était où? Alors, ça s'appelait la Courneuve Saint-Sauveur. Ça, c'est le vrai lieu, c'est le vrai nom du lieu où ce que se trouve donc c'est Gringoire. Et alors, c'était très connu pour les prostituées et les voleurs d'enfants. Donc, c'était pas vraiment, comme je dis, un lieu très fréquentable. Alors, cette société de philo, il faut savoir qu'il y avait une certaine hiérarchie. Hein. C'était pas on fait quoi et n'importe quand et n'importe comment. Et il y avait plusieurs bandes. Et une des bandes très connues, c'était les Caïmans. Eux, ils ont tous été exécutés en 1448. Alors, très connus pour une spécialité horrible, mais vraiment horrible. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils démembraient les enfants ou enlevaient les yeux. Et donc, du coup, ils allaient mendier avec un pauvre enfant qui a été démembré ou a été aveuglé par la personne elle-même. Donc, une bande vraiment extrêmement violente. Deuxième bande très connue, les coquillards. Vous savez tous que quand on allait à Saint-Jacques-de-la-Compostelle, vous avez la coquille, vous recevez une coquille. Et après, les gens, quand ils avaient été en pèlerinage, ils recevaient un chapeau avec un coquillage dessus. Donc, qu'est-ce que faisaient certains bandes? Ils mettaient un chapeau avec une coquille, vendaient des reliques, vendaient des romans pour dire qu'ils avaient fait des aventures qu'ils n'avaient pas fait du tout, vendaient des reliques, vendaient des... volaient les pèlerins à cette époque-là, parce que c'est comme c'était des fonds marchands et toutes ces choses-là. Donc, on appelle ça les coquillards, et c'est les gens qui sont liés avec le pèlerinage de Saint-Jacques-de-la-Compostelle. Et après, les plus connus, qu'on connaît même encore aujourd'hui, on pourrait dire les bohémiens. Hein. Alors, les bohémiens avaient une technique très particulière. Il y avait une femme qui lisait donc la main, et donc il y avait un autre qui venait et qui prenait la bourse juste derrière les personnes. Il y a une autre bande, et eux, ils avaient un chef. Alors, le grand chef s'appelait le Coèsre. Je suis désolé si j'ai du mal parfois à prononcer les noms. Donc, le grand chef s'appelle le Coèsre. Et eux étaient une bande de mendiants qui lui remboursaient donc une certaine partie de la somme qu'ils avaient gagnée. Ils avaient plusieurs bandes dans les mendiants. Une des bandes, c'est les narquois. Alors, les narquois, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des soldats qui faisaient genre qu'ils étaient invalides, ils marchaient un peu tordus, ils avaient un sabre. Et pourquoi faire cela? Ben quand vous avez le statut de soldat, il fallait pas donner une pièce d'identité que vous étiez soldat à cette époque-là. Vous pourrez rentrer dans la cour, vous pouvez rentrer dans la loue, vous pouvez rentrer dans des jardins qui sont dédiés à les gens riches. Et là, si vous faites là un grand coup, ben là, c'est plein pot, c'est gagné. Donc c'était des gens qui se déguisaient comme soldats. Après,
un peu plus basique, les orphelins. Bah, les orphelins qui étaient un peu en train de vibrer et qui faisaient ça. Souvent, ils faisaient ça par 4 personnes à cette époque-là. Après, nous avons les malingreux. Alors, eux, très spécifiques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils exhibaient leurs membres ulcérés. Alors ça, c'est très particulier. C'est quoi des membres ulcérés? C'est-à-dire, par exemple, on vous a coupé la main, elle a désinfecté, elle a mal pris et tout, et donc on montre ça, comme ça, les gens donnent une petite pièce, et souvent ils faisaient ça devant les églises, et après on a encore mieux, les francs MeToo, alors eux c'était vraiment une bande très intelligente, eux ils avaient des crises d'épilepsie. Donc il y avait une grande foule, ils avaient une crise, ils tombaient par terre, on les ramenait quelque part et donc du coup ils essayaient de voler quand ils étaient dans un lieu qu'on croyait qu'ils étaient malades. Donc c'était une technique pour voler à les gens. Et tous ces gens-là donc donnaient un certain petit salaire à le grand chef qui s'appelle le Coèsre. Alors, on continue un tout petit peu plus loin. Il faut juste savoir que ces gens, bien sûr, ne payaient ni impôts ni taxes, vivaient du jour au lendemain et n'avaient pas vraiment des scrupules ou quoi que ce soit. C'était des gens qui étaient vraiment dans la misère. Et puis, on a encore une autre bande. Alors, eux, on les appelle les coupeurs de bourse ou les tireurs de laine. Alors, les tireurs de laine, très simplement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils volaient une veste, un manteau, etc. Et puis, ils le revendaient au fripier. Et après, on a des autres, c'est les coupeurs de bourse. Eux, ils avaient une petite ciseau. Et vous savez que dans le Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on avait? On avait une petite, un genre de portefeuille avec un petit cercle. On coupait la bourse comme ça. Et donc, si vous voulez adhérer à les coupeurs de bourse, il fallait faire un genre de stage. Il y avait 2 stages à faire. Le premier stage était très simple. Il fallait marcher sur une planche, ce qu'il fallait couper une bourse sans tomber d'un ou l'autre côté. Il fallait marcher sur un pied. Tout simplement, si vous regardez le film de Victor Hugo, la comédie musicale, non, le film de Victor Hugo, pas le film de Victor Hugo, l'histoire de la Notre-Dame, vous allez voir que Grégoire doit faire une genre de chose comme ça. Et la deuxième chose, le deuxième stage est encore un peu plus dur. Dans une grande foule, il doit faire un vol. Alors il faut savoir que les vols sont toujours faits en groupe, tout simplement. Pourquoi? Il y en a un qui coupe la bourse, il y en a un qui donne à l'autre, l'autre donne à l'autre et l'autre donne à l'autre. Et c'était comme ça que ça marchait. Donc, voilà, c'était des voleurs de cette époque-là. Alors, où est-ce qu'ils vivaient ces voleurs-là? Ben, ils pouvaient vivre dans les cours des miracles, donc ils essayaient d'être bien vus par le Coèsre, mais ne lui devaient rien. Ou ils vivaient dans des petites auberges, ou quand il faisait très beau, ils vivaient sous les ponts. Où ce qu'on volait le plus, c'était le Pont Neuf. Le Pont Neuf était un lieu extrêmement dangereux. Il y a même une anecdote où il y a un roussillon qui vient et qui prend son chapeau et le tient contre lui et sort d'un côté de l'autre, et il y a un passant qui lui demande: mais pourquoi avez-vous votre chapeau contre vous? Et le passant dit: je suis content, j'ai passé et j'ai rien perdu. Pour vous dire à quel point c'était dangereux à cette époque-là. On ne peut pas s'imaginer ça aujourd'hui, parce que quand on voit le Pont Neuf d'aujourd'hui, ça ne revient à rien du tout. Et donc du coup, c'est hyper calmant au Pont Neuf. Et puis une autre rue que vous connaissez tous, et ça c'est tout à fait normal, c'est la rue Saint-Denis. Alors la rue Saint-Denis, c'était aussi un lieu où il y avait quand même pas mal de filous. Alors quand ça s'est arrêté en 1630, donc je crois on est sous le règne de Henri IV si je ne me trompe pas. Lui va urbaniser la ville, il va demander aux maçons et aux concepteurs de changer complètement la ville. Quand les maçons arrivent sur les lieux, ils se font bien sûr taillader par des couteaux et se font jeter les pierres, donc ils partent. Et finalement, il y a un grand personnage très important qui s'appelle Nicolas de Rény. Alors ce Nicolas de Rény va tout changer, c'était un grand flic, on peut dire ça comme ça. Et donc du coup, ce qui va se passer, les truands vont sortir de la ville, il y en a plusieurs qui vont être mis dans les hôpitaux, et la ville va changer sous Henri IV, c'est lui qui va moderniser la rive droite. La rive gauche était déjà moderne à cette époque-là. Alors juste pour vous dire une petite anecdote, les gens qui ont vraiment urbanisé la ville, il y a 3, on pourrait même dire 4 rois: Philippe Auguste, Henri IV, Louis XIV, Napoléon I et Napoléon III, avec bien sûr les vestiges de Haussmann.
Voilà, c'était la première vidéo de Paris criminel. C'est une toute petite vidéo. La prochaine vidéo sera sur le criminel cartouche. Je vous souhaite une bonne journée.